Donc, les principaux défis qu'ont rencontrés les entreprises du parcours C3, je dirais, c'est autant au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre, justement pour gérer leur croissance, mais aussi au niveau de la fidélisation de leurs employés. Pourquoi? Souvent parce que, bien évidemment, les budgets, les salaires ne sont pas nécessairement très élevés. Mais par contre, un élément sur lequel ils peuvent miser et qu'on retrouve et qui est très particulier aux entreprises du domaine culturel, je dirais, c'est tout le sens que donnent les emplois dans ce domaine-là et qui peut être un élément très, très, très attrayant pour ces organisations-là. Au niveau des ressources humaines, ça nous est arrivé à plusieurs reprises qu'on a formé des gens. Et après, pour des raisons qui sont des raisons personnelles, genre quelqu'un déménage de ville, quelqu'un emploie un meilleur salaire à la ville. Donc, après un an de formation, ça peut être difficile parce que ça peut prendre au moins une année de bonne formation avant que la personne soit vraiment habilitée à être indépendant au sein de notre bureau. Donc, ça nécessite beaucoup de temps de notre part, les former. Et c'est un peu triste de les voir quitter. Le travail est à refaire par la suite. Puis on n'est pas d'une taille où est-ce qu'on a des gens, plusieurs personnes qui peuvent être plus seniors, qui peuvent prendre le temps de les former. On doit le faire nous-mêmes. Donc aussi, ça, c'est du temps qui n'est pas utilisé pour aller chercher des nouveaux mandats. On intègre des stagiaires, souvent de l'international de France. La raison pour laquelle on y va dans cette méthode-là, c'est que ces stagiaires-là, il faut qu'ils fassent quelques mois en fait auprès d'une organisation. Puis nous, on préfère les avoir quelques mois à temps plein chez nous, 4 mois en général, ce qui est quand même honorable, à temps plein, 5 jours semaine. Puis on leur fait vivre des expériences. Bon, il y a tout un côté interculturel qui est intéressant, qu'on accepte vraiment, on le sait, en les accueillant, qu'il faut leur laisser du loose, faut qu'ils puissent aller vivre certaines choses, mais en même temps, c'est beaucoup de supervision, mais ils sont là pendant 4 mois à temps plein avec nous. Mais tout ça, ça demande énormément d'énergie, c'est beaucoup de roulement, c'est un vrai défi de ressources humaines. Donc ce que ça demande à l'interne, c'est d'avoir un système très clair, très stable, très rapidement compréhensible par toutes ces ressources qui arrivent de l'externe quand elles arrivent, si elles arrivent, pour que ce soit pas toujours la roue à recommencer. D'où l'importance pour moi du focus sur l'administration. Puis ça, c'est vraiment, quand je suis arrivée, ça a été, je dirais, un des défis, revenir à une administration claire, simple, compréhensible rapidement par quelqu'un qui arriverait dans la compagnie pour un temps X. Durant le processus des entrevues, j'ai rencontré toutes sortes de personnes avec qui j'aurais été ami, mais qui n'avaient pas nécessairement les compétences pour faire ce travail-là. Donc, il fallait trouver quelqu'un des gens avec qui j'allais bien m'entendre et qui avaient les compétences pour pouvoir mener à bien notre projet. Et c'était pas tout. Une fois que j'ai réussi à trouver ces gens-là, il a fallu bien les former, établir des calendriers d'apprentissage et surtout bâtir des cahiers de charges parce qu'à un certain moment, toute l'information était dans ma tête. On a eu des trucs, on a eu un peu les histoires qu'ils ont vécues et on a eu des pistes pour notre entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire du début, comment retenir les gens, les programmes qui fonctionnent. Puis au niveau de vraiment pas employer des gens en catastrophe à la dernière minute, de vraiment prendre le temps. Puis on a eu aussi des listes de questions qu'on devrait utiliser. Donc ça, c'est vraiment une grande aide pour nous parce que on a eu par le passé des employés qu'on a embauchés, puis au niveau relations humaines, ça fonctionnait pas. On a toléré longtemps, puis c'est arrivé des points où c'était vraiment tendu et il y avait un espace de tension au sein de l'entreprise. C'est là qu'on a vu, il faut vraiment qu'il y ait une chimie aussi. Donc, au tout début, il faut voir que, au point de vue relations humaines, si ça ne fonctionne pas au début, ça ne fonctionnera pas plus tard. Quand quelqu'un démarre une entreprise, habituellement, c'est pas forcément pour créer de l'emploi. C'est parce qu'il y a un projet qui nous passionne, on fait le projet, puis là on grossit, puis on se dit, ben ça va prendre des gens pour m'aider, etc. Et donc, toute cette question du leadership, c'est imposé, c'est pas toujours un choix. Les gens ne choisissent pas de gérer une équipe, ils ont à le faire dans le cadre de leur activité. Quand on regarde les causes d'insatisfaction des gens qui quittent une entreprise, entre 75 et 80% des gens disent c'est la relation avec le supérieur immédiat.
Donc, dans l'organisation, toute la question du leadership, de la manière dont on supervise ses collègues ou qu'on collabore avec, elle est vraiment fondamentale. Deux phénomènes qu'on a rencontrés, qu'on a discuté avec les entreprises, toute la question de la microgestion. Hein. Je suis un entrepreneur, je suis passionné, donc j'ai mon métier, etc. Et à un moment donné, je dois finalement permettre à d'autres personnes de le faire, mais moi, j'ai ma façon de le faire. Et donc, il faut être capable de se décrocher et de se dire, ben, les gens vont le faire différemment. Et c'est correct. Et je dois beaucoup plus épouser un rôle de gestionnaire qui est plus un, excusez l'expression, un meneur d'hommes et de femmes. Donc un rôle de meneur, de chef d'orchestre, qu'un rôle opérationnel. Et ça, c'est un grand défi chez les entrepreneurs, d'être capable d'avoir un petit peu ce lâcher-prise. Qu'est-ce qui est très important pour la croissance d'une entreprise au niveau d'ARH, c'est surtout quand les racines de l'entreprise sont des entrepreneurs qui font le travail, donc vraiment hands-on, c'est cette transition entre ça et donner cette responsabilité, puis cette ownership aux employés, puis se retirer un peu du control freak qu'on est normalement, surtout moi. Puis ça, c'était quelque chose qu'on a résisté un peu trop longtemps, en fait. Donc, nos employés, il y avait moins de ownership dans le projet puis dans l'entreprise comme telle, parce que c'était toujours nous qui donnions les réponses au lieu d'aider les employés à trouver des réponses. Et qu'est-ce qu'on a appris dans ça, c'est que le moment qu'on donne plus de responsabilité, puis plus de liberté, puis plus de ownership aux employés, ils nous dépassent vite. Parce que ils sont devenus les experts plus que nous, puis ils sont plus profonds dans les projets, plus profondément dans tout. Fait que finalement, ça nous a ralenti plus qu'autre chose de ne pas donner ça. Mais en même temps, émotionnellement, c'est très difficile quand tu es un entrepreneur qui faisait le travail depuis le début, puis tu veux toujours, c'est facile, c'est confortable d'être dans le travail, de faire la tactique, d'être sur le terrain. Pour moi, d'aller dans une salle d'animation, puis faire de l'animation, j'adore ça, puis je vais prendre tous les moments possibles pour le faire. Mais en réalité, c'est qu'il faut que je laisse les autres à faire parce que ils sont meilleurs que moi. Puis c'est tough à entendre, mais moi, mon plus-value, c'est ailleurs. Et ils vont me surprendre, puis ils vont aller plus loin que moi anyway. Fait que c'est juste du bon pour l'entreprise. Le parcours a quand même soulevé le fait que l'implication de ton groupe est vraiment importante. C'est que tous ces gens-là ont probablement les solutions à tes problèmes quotidiens, puis qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Puis on le savait, mais on avait de la misère à le mettre en place. Puis par une mesure aussi simple que de donner un moment dans la semaine où est-ce qu'on s'assoit puis on parle de ces choses-là, bien ça l'a déjà comme porté fruit. On voit déjà des changements dans l'entreprise. L'autre élément qu'on rencontre énormément, c'est toute la délégation. Il y a cette espèce de réflexe, quand la personne voit que la personne n'y arrive pas, ils vont avoir tendance à tasser la personne puis dire, ben, regarde, je vais le faire à ta place, ça va aller plus vite, ça va être plus simple, prends-le pas mal, etc. L'autre personne, elle n'apprendra jamais si à chaque fois on le fait à sa place. Donc, tout ce style de gestion-là va faire en sorte que l'expérience avec la personne qui fait l'interface avec l'organisation, à savoir mon supérieur immédiat, ben, ça va faire que l'expérience va être positive ou négative. Donc, c'est un élément qui est fondamental. On dit toujours, si vous voulez vraiment conserver vos employés, la première chose à faire, c'est de vous former pour développer ces compétences de gestion. Parce que, on le sait, hein, une mauvaise entreprise où on a un bon patron, on va peut-être rester. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Une bonne entreprise où on a un mauvais patron, on risque de partir. On n'est pas une personne qui est dédiée aux ressources humaines. Donc, il faut aller chercher nous-mêmes. On a vu, c'est comme tous les aspects techniques, les assurances, les programmes, c'est quoi les meilleurs bénéfices salariales. Donc, avec les autres firmes, on commençait à discuter de ça, mais c'est très important parce que il existe des ressources humaines pour petites PME auxquelles on n'était même pas au courant. Donc, pour nous, c'était naviguer dans le néant, là. Puis c'était comme voir, même pas être au courant de nos compétiteurs. Qu'est-ce qui existe chez nos compétiteurs? Ça, c'est très important. L'expérience employée, il y a donc tout ce qui est les pratiques RH, il y a tout le leadership. Finalement, il y a un dernier axe, c'est toutes les autres dimensions de l'expérience employée. On va retrouver là-dedans tout ce qui est les horaires de travail. On va retrouver l'équipe de travail. Donc, on crée des liens dans un milieu de travail avec des gens, avec une équipe. Puis ça, c'est un élément qui est très fidélisant. On va retrouver aussi l'aménagement des lieux.
C'est drôle parce que quand on démarre une entreprise, c'est peut-être pas le premier endroit où on va aller mettre l'argent, hein. Il y a d'autres priorités. Et donc, on a tendance à un petit peu négliger l'environnement de travail. À l'inverse, on a vu beaucoup de startups qui ont misé beaucoup là-dessus. Et quand on regarde les deux, on se rend compte que de miser sur une qualité d'environnement de travail, c'est extrêmement payant. On le sait aujourd'hui, surtout dans un contexte de startup, on fait des grosses heures, on veut que ça marche, le projet, etc. Donc, ça devient un deuxième milieu de vie, dans le fond, le milieu de travail. Si on a été capable de créer un environnement qui fait que l'individu se sente bien, il va être plus performant, il va mieux contribuer, puis ça compte finalement dans la relation d'emploi.